Le palais présidentiel a abrité ce mercredi un conseil des ministres au nombre des mesures annoncées, le rapatriement volontaire dans les jours à venir d'environ 600 Ivoiriens résidant en Angola et au Gabon. 3 jeunes gens ont brillé par leurs inventions lors du Forum international Afrique Développement au Maroc. Leur création, le riz malo pour lutter contre la malnutrition, le four party, un réchaud écologique et une tablette médicale capable de sauver plusieurs vies. À l'étranger, au Niger, la coalition de l'opposition, la COPA 2016, soutenant l'opposant Ama Amadou, a annoncé hier à Niamey la suspension de sa participation au processus électoral. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Plusieurs mesures ont été annoncées. Il s'agit notamment du dégel des comptes de 4 personnalités proches de l'ex-président Laurent Gbagbo et de la mise en liberté provisoire de 70 détenus. D'autres actions, telles que le rapatriement dans les jours à venir de 170 Ivoiriens résidant en Angola et 454 autres vivant au Gabon, sont en vue. Jérôme Kofi Aboulé. Le Grand Abidjan ou encore le nouveau schéma d'urbanisation des 13 communes de la capitale économique de la Côte d'Ivoire ainsi que des villes environnantes. Schéma s'inscrivant dans un programme de planification urbaine et de transport qui tient à cœur aux autorités ivoiriennes. En parlant ce mercredi en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ainsi que le président de la République, Alassane Ouattara, entendent tout mettre en œuvre en vue de la gestion des ressources en matière d'urbanisme. Ce nouveau schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan prend en compte les 13 communes du district autonome d'Abidjan, ainsi que les 6 villes environnantes, à savoir Dabou, Jacquesville, Grand-Bassam, Bonois, Alépé, Azaguié. Ce nouveau schéma actualise, modernise les schémas directeurs d'urbanisme précédents en vue de corriger les dysfonctionnements enregistrés et prend en compte le fort développement de la population que la ville d'Abidjan a connu depuis une dizaine d'années à peu près. Ce schéma directeur définit un plan de développement du Grand Abidjan à l'horizon 2030 dans une perspective de développement durable, en harmonie avec les documents de référence nationale en matière d'aménagement et en matière de développement du territoire. Il comporte 2 axes majeurs, à savoir la planification urbaine et la planification du transport à Abidjan. Cet instrument de planification révisé, modernisé, permettra au gouvernement de gérer mieux les ressources disponibles, de renforcer la politique en matière d'urbanisme, de construction et de transport. On a aussi fait cas, au cours de ce conseil, de la situation difficile que vivent des ressortissants ivoiriens au nombre d'environ 600 au Gabon et en Angola. Selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, l'État, pour faire face à cette préoccupation, a décidé de procéder au rapatriement de ces Ivoiriens en difficulté à l'étranger. 170 ressortissants ivoiriens vivant en Angola et 454 vivant au Gabon sont malheureusement en situation de détresse et d'extrême précarité et ont manifesté le désir auprès de nos représentations diplomatiques dans ces pays de revenir en Côte d'Ivoire. Le Conseil a donc instruit le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les dispositions pour le rapatriement de ses compatriotes dans les meilleurs délais. Cela se fera par des vols spéciaux, donc affrétés par le gouvernement, qui vont permettre dans les prochains jours de ramener à Abidjan nos compatriotes. Un seul point en divers lors de ce Conseil des ministres, il s'agit de la liste de 300 personnes présentées par le FPI dans le cadre des échanges entre les partis politiques et le pouvoir, comme des détenus en liaison avec la crise post-électorale. Sur la question, le gouvernement, à travers son porte-parole, a tenu à faire un éclairage pour mettre tout le monde au même niveau d'information. L'examen de cette liste fait ressortir, premièrement, que 15 personnes ne font pas l'objet de détention parce que déjà mises en liberté provisoire ou qu'elles n'ont jamais été détenues. 17 personnes sont inconnues des fichiers des établissements pénitentiaires du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice reconnaît détenir dans ces établissements pénitentiaires 268 personnes, dont 206 en cabinet d'instruction, 29 en instance de jugement et 33 déjà condamnées. Il convient de préciser que les 206 personnes détenues devant les cabinets d'instruction ne sont pas liées
à la crise post-électorale, mais qu'elles sont détenues pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État ou de troubles à l'ordre public. Sur les 206 personnes détenues, donc dans le cabinet d'instruction, le ministère public a décidé de la mise en liberté provisoire de 70 d'entre elles, dont la détention n'est plus nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction. Donc cette liste de 70 personnes sera communiquée dans les prochains jours par le ministère en charge de la justice. En terminant, le porte-parole du gouvernement a donné quelques informations pour ce qui est du dégel des comptes de certaines personnalités fait dans un souci d'apaisement. Selon Bruno Nabagné-Koné, les comptes de Koudou Jeannette, Nguessan Arnaud Gilbert, Até Philippe et Sansan Kouao sont désormais l'objet de dégel total. Quant aux comptes de Marcel Gossio, ils connaissent un dégel partiel. Après les activités de la présidence, on s'intéresse à celle de la primature. Une délégation de la CEDEAO a échangé ce matin avec le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Les discussions ont porté sur le mécanisme d'alerte précoce et de réponse entre les pays membres de la CEDEAO. Le chef du gouvernement s'est aussi entretenu avec une délégation du groupe ExxonMobil. Sidonie Davila. Les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, soutiennent vivement la conception et la mise en place d'un système d'alerte précoce et de réponse plus efficace dans la zone CEDEAO. Une mesure de prévention des conflits qui va consister à mettre un dispositif en place pour faire la collecte et la dissémination de l'information en vue de la protection des populations, et ce à tous les niveaux. Ce mardi, lors de sa rencontre avec le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, le Dr Abdoulat Gueye, directeur de l'alerte précoce, a longuement expliqué le contenu du projet. Le cadre général, c'est bien sûr la lutte contre ce terrorisme. Nous sommes en train de discuter avec les autorités par rapport à la mise en place d'un centre qui aura pour mandat d'impulser, de coordonner et de faire le suivi du mécanisme de réponse. Alors, on a eu des discussions très fructueuses avec son Excellence le Premier ministre, son Excellence, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intégration. Nous sommes tombés d'accord sur les modalités parce que dans ce projet, il y a un support du gouvernement américain qui va couvrir une période de 5 ans et qui permettra d'équiper ces centres qui seront sous peu mis en place. Un peu plus tard dans l'après-midi, c'est avec le président d'ExxonMobil Exploration Company que le chef du gouvernement s'entretenait sur les activités d'exploration offshore dans le pays. Ce 8 mars a vu s'ouvrir un bureau régional du groupe à Abidjan en présence de son président Steve Grunley. Ce bureau que nous avons ouvert aujourd'hui constituera une importante rampe de lancement pour le programme d'exploration des sociétés affiliées d'ExxonMobil en Côte d'Ivoire. Nous avons hâte de voir ces sociétés affiliées la même expertise technologique que nous appliquons à nos projets à travers le monde. Nous apprécions le soutien dont nous avons bénéficié de la part du président Ouattara et de son gouvernement. Il faut rappeler que des accords pour l'exploration de 2 blocs offshore avaient été signés en décembre 2014 entre le groupe ExxonMobil et des sociétés affiliées en Côte d'Ivoire. Celles-ci continuent à ce jour d'évaluer le potentiel pour le forage de leur premier puits d'exploration dans le pays. Le livre blanc du Rhin a été dédicacé aujourd'hui au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est une œuvre de la Fondation Servir. Le document contient 200 pages. Il fait l'état des lieux de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Kader Ouattara, Michel Digri. La maladie de l'insuffisance rénale. Sa simple évocation suscite auprès des malades désespoir et amertume. Pour apporter de l'espoir et surtout des soins aux patients, la Fondation Servir a fait de la lutte contre cette maladie sa priorité. Présidée par Henriette Conan-Bédier, cette structure a, en plus des actions menées sur le terrain, publié un livre blanc qui fait l'état des lieux de la maladie de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Nous avons jugé utile de faire un livre blanc pour pouvoir sensibiliser toute la population. Il faut aller régulièrement faire une prise de sang, c'est surtout demander la créatinine. C'est par là qu'on découvre si on a une insuffisance rénale ou pas.
Ce livre, comme tout livre blanc, fait l'état des lieux de la maladie de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire, comment on contacte la maladie et comment elle est traitée. L'insuffisance rénale peut être évitée à partir de la sensibilisation. Et même que s'il est détecté très tôt, il peut être guéri. Dans ce livre de 200 pages, subdivisé en 2 parties, les actions de la Fondation Servir en faveur des malades sont également illustrées en images. L'insuffisance rénale, c'est une maladie où les gens ont besoin de conseils. Vu tout ce qu'elle fait pour nous, alors vraiment, nous lui disons merci. Dans cette dynamique de compassion, un centre international d'hémodialyse et de greffe rénale d'un coût total de plus de 5 milliards de francs CFA est en phase de construction à Atekoubé. Aussi, à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie du rein célébrée le 10 mars, la Fondation Servir offre un mois de dialyse aux malades de tous les établissements sanitaires publics de Côte d'Ivoire. Direction la Cour pénale internationale à La Haye, où se poursuit le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Ce mercredi marquait le 3e jour de l'audition du 5e témoin Sam Jichi Mohamed, connu sous le pseudonyme de Sam l'Africain. La reprise de l'audience est prévue jeudi avec le contre-interrogatoire du témoin par les avocats des accusés. 3 jeunes gens ont brillé par leurs inventions lors du Forum international Afrique Développement au Maroc. L'un a inventé le riz malo, une création qui a pour but de lutter contre la malnutrition. Le second a créé le four Practi, un réchaud écologique pour préserver les forêts d'Afrique. Le troisième a inventé la tablette médicale capable de sauver des milliers de vies. Justine Seydjiki. Ils sont africains, ils ont du génie, leur génie profite à toute l'Afrique et au-delà. Arthur Zang est un jeune Camerounais, ingénieur de conception en informatique et chercheur en génie biomédical. Il a inventé la première tablette médicale capable de sauver des vies par millions, conçue en Afrique et appelée Cardiopad. C'est un appareil médical permettant de réaliser un examen cardiaque appelé électrocardiogramme 12 pistes. Donc ça permet d'enregistrer les données cardiaques complètes d'un patient afin de poser un diagnostic. Donc la particularité de l'appareil, c'est qu'il a été conçu afin de pallier le manque de cardiologues dans les pays pauvres et dans les pays en voie de développement. Moussine Serrar est de nationalité marocaine. Il est ingénieur mécanique. Il a inventé un réchaud écologique pour préserver les forêts d'Afrique et la santé des plus démunis. On met le combustible ici comme un foyer traditionnel, on l'allume comme un foyer traditionnel, on met sa marmite et on l'utilise directement. Il est facile à utiliser. Mais le foyer il est tellement efficace qu'on n'a plus besoin d'utiliser les gros morceaux de bois. Mohamed Alinyang est malien, producteur de riz enrichi. Sa trouvaille, le riz malo, enrichi en micronutriments, pour lutter contre la malnutrition et surtout l'anémie. Super Malo a l'aspiration d'être le riz le plus nutritif d'Afrique. Donc la fortification qu'on applique à ce riz est une fortification en fer, en zinc, en acide folique et en thiamine. Auréolés de nombreux prix et distinctions sur le plan international, ces 3 inventeurs ont exposé leur savoir-faire pour inspirer plus d'un et pour montrer que l'Afrique a du génie. La 2e édition de la conférence internationale sur le thon en Afrique va se tenir à Abidjan. L'information a été donnée lors du Salon international de Paris. Les explications de Hugues Hervé-Bly. C'est désormais un acquis. La conférence sur le thon en Afrique retrouve les bords de la lagune ébriée. Abidjan, après avoir abrité la toute première édition en 2014, va recevoir la 2e. Tout a été finalisé au Salon international de l'agriculture au cours de la rencontre qu'a eu le ministre des Ressources animales et halieutiques avec des représentants de l'industrie thonière internationale. La conférence sur le thon en Afrique a réuni les principaux acteurs et les parties prenantes de l'industrie thonière. Elle permet de débattre des questions liées à la transformation du thon, à la pêche, au commerce et à des décisions politiques. Nous devons gérer ensemble les stocks de thon de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Donc il est très important que régulièrement les opérateurs se rencontrent. Nous nous sommes entendus pour que ce soit entre le 5
et le 8 septembre pour parler des quotas ainsi que tout ce qui peut permettre à nos pays d'assurer une gestion durable des pêches. À cette rencontre était également présent le ministre guinéen de l'élevage qui ne manque pas de se féliciter des bonnes relations qui existent avec la Côte d'Ivoire. Nous comptons renforcer notre coopération, notre collaboration dans le secteur de l'élevage. C'est un pays qui est très dynamique dans ce secteur-là, et notamment dans la filière avicole. Nous en faisons également une priorité. Pas moins de 3 membres du gouvernement ivoirien étaient présents au Salon international de l'agriculture à Paris, le dernier à s'y rendre étant le ministre Ala Kouadio Rémy. L'un des enjeux majeurs, la lutte contre les changements climatiques et la sécurité alimentaire. Et cet objectif de sécurité alimentaire se double de l'impératif de produire de manière à respecter l'environnement, mais également aussi à lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Il était important que nous puissions être là pour nous instruire et nous inspirer de ce qui se fait de mieux. Le Salon international de l'agriculture à Paris referme ses portes après 9 jours. La Journée internationale de la femme a été célébrée hier. Une cérémonie officielle s'est tenue ici à Abidjan en présence du chef de l'État. L'intérieur du pays n'était pas en reste. À Tia-Salé, les femmes ont aussi été célébrées. Thérèse Tapeyobou. Elles sont de la région de Tia-Salé. Leur particularité, elles sont centenaires et sont en bonne santé. Elles ont vu 3 voire 4 générations de leurs descendants. Afouéhui, 100 ans. Elle a eu 9 enfants, dont le dernier est âgé de 50 ans. Elle a 50 petits-enfants et 35 arrière-petits-enfants. Marguerite Ayanguessan, plus de 100 ans, 10 enfants, 30 petits-enfants, 62 arrière-petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants. 130 descendants repartis sur 4 générations. Et malgré l'âge très avancé, elle continue chaque matin de balayer la cour et à s'occuper de son jardin de poivre. Toutes ces femmes disent devoir leur longévité à Dieu et aux travaux des champs, parce qu'elles ont planté le café et le cacao aux côtés de leurs époux. Elles disent regretter de n'être pas allées à l'école et invitent les femmes à se battre pour se faire une place dans la société. Un exemple que veut suivre la nouvelle génération de femmes productrices de manioc et de la tiéké de Boussoué. Malgré les difficultés de commercialisation de leurs produits et des risques de famine dus à la sécheresse dans la région, elles ne baissent pas les bras, car elles veulent aussi être des modèles comme ces matriarches qui font la fierté de tous. À Daloa et Kokumbo, des femmes ont dénoncé les discriminations dont elles sont victimes. C'était au cours d'une cérémonie. On en parle encore avec Thérèse Tapeyobou. Campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida, danse, défilé de mode ont marqué la célébration de la Journée internationale de la femme à Daloa. Occasion choisie par le maire Samba Coulibaly pour indiquer que les femmes en Côte d'Ivoire sont épanouies grâce au FAFSI initié par la première dame. La présidente des femmes de Daloa a pour sa part invité ses sœurs à travailler pour assurer leur autonomie financière et relever les défis. J'ai été une jeune fille mère. Je ne me suis pas découragée. Je me suis battue pour mes enfants. Après ça, je me suis mariée. J'ai été veuve, mais je me suis toujours battue pour mes enfants. Aujourd'hui, j'ai un grand magasin de bonbons au marché. Les gens viennent partout. Elles viennent s'approvisionner dans mon magasin à Daloa. Les autres intervenants à cette célébration dédiée à la femme ont souligné la nécessité d'investir dans la femme pour lutter contre la pauvreté. Par ailleurs, ils se sont élevés contre les discriminations à l'endroit des femmes. À Kokumbo, les femmes de tous les secteurs d'activité ont été félicitées par le sous-préfet de la localité. Selon elle, les femmes sont à la tête de tous les services administratifs de cette circonscription. Sous-préfecture, centre de santé, eaux et forêts, lycée municipal. Pour cela, elle a exprimé la gratitude des femmes au président de la République pour sa politique de promotion et d'émancipation en faveur des femmes de Côte d'Ivoire.
Des prestations artistiques ont marqué cette célébration qui rend hommage aux femmes qui, chaque jour, apportent leur contribution au développement de leur pays. En religion, un séminaire bilan consacré au Hajj 2015 s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan. La rencontre a été initiée par la direction des cultes. Les participants vont s'atteler durant 2 jours à faire le bilan de l'édition 2015 du pèlerinage à la Mecque. À cette occasion, les acteurs vont tenter de relever les points de défaillance du Hajj passé et proposer des solutions. L'actualité du Massa à présent, Bala Moussa est guinéen. Il est âgé de 8 ans et est le plus jeune artiste sélectionné pour le marché des arts et du spectacle africain. Bala Moussa doit se produire sur l'une des scènes du Palais de la Culture. Avant sa prestation, nos reporters Guillaume Zéré et Abou Sanogo l'ont rencontré. Il n'a que 8 ans. Dans cette foule de festivaliers, Bala Moussa Oularé, trop petit par sa taille, est un anonyme parmi tant d'autres. Pourtant, le gosse venu de la Guinée est l'une des grosses affiches de cette 9e édition du Massa. Il a fait 2 jours, 2 fois le plein du jardin 2 octobre de Conakry, plus de 50 000 tickets vendus. Ça, chaque année, il fait des spectacles énormes. Chaque année, il rafle des trophées. Chaque année, il a au moins plus de 3 trophées qu'il remporte. Coupé décalé, R&B, Mamaya, Afrobeat, cet élève en classe de CE2 s'est touché à tous les rythmes. Et devant le public qui est venu le voir ce mercredi, il a assuré. Bala Moussa Oularé est déjà un modèle pour sa génération. N'empêche, dans son ambition, il implique toutes les générations. Tout récemment, il a fait featuring avec l'orchestre légendaire de la Guinée. Je ne sais pas si vous avez connu le Bembea Jazz National. Voilà, effectivement, donc il a fait featuring avec ses grands-pères. À 8 ans, Bala Moussa Oularé, véritable soulevé de foule chez lui en Guinée, est le plus jeune talent de ce marché des arts du spectacle africain. Ici, ce mercredi, il a tenté de donner une autre allure à sa carrière. Le Massa permet de découvrir des jeunes talents, mais le marché intéresse également un public jeune que notre reporter Serge Koléa a côtoyé pour vous. Les valeurs culturelles, le goût et la passion pour les arts doivent être inculqués dès le bas âge. Le commissariat général du Massa l'a si bien compris qu'il dédie une tribune spéciale aux plus jeunes. Le Massa jeune public de ce mercredi 9 mars à la salle Anoumambo du Palais de la Culture Bernard Dadier a réuni plus de 4000 élèves. C'est un plaisir d'être ici. La musique, il y a les artistes. Le Massa permet de promouvoir la culture africaine. De la classe maternelle au lycée, les gamins sont venus découvrir de plus près l'activité artistique dans toutes ses dimensions scéniques. De quoi leur permettre de se forger une âme d'artiste plus tard. J'aimerais que la prochaine fois, on nous invite à participer au lieu d'assister au Massa, parce que parmi nous, il y a des personnes qui ont des talents qui peuvent valoriser aussi la culture. Encouragé par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, ce public jeune s'est laissé entraîner par la cadence des rythmes, des pas et des mouvements des différents groupes en prestation. Quand vous regardez un peu dans le milieu de l'art et de la culture, vous retrouvez beaucoup de cadres dans ce domaine qui, effectivement, ont été révélés depuis l'école. Donc c'est ce que nous voulons perpétuer. Nous voulons permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des hommes et des femmes de plus en plus pétris dans le domaine de l'art et de la culture. Plus de 3 heures de spectacle suivis avec beaucoup d'intérêt. Comme en 2014, le Massa jeune public a laissé de bons souvenirs aux spectateurs venus des lycées, collèges et écoles du district d'Abidjan. Hier, mardi 8 mars, Abobo était aux couleurs du théâtre et c'est la troupe Makakoumani qui a animé la scène du Centre d'action culturelle
Pour sa première sortie, la troupe vieille de 37 ans a proposé Terre d'Eburnie, une représentation qui parle de l'Afrique et dont le but est de contribuer à la réhabilitation des valeurs culturelles nègres. Décor sobre, chants et danses au rythme des tambours et des grelots. Une dizaine d'acteurs lancés dans une comédie musicale pendant près d'une heure. Depuis la scène du centre d'action culturelle d'Abobo, Maka Koumani veut faire entendre sa voix, la voix d'une troupe théâtrale engagée pour la réhabilitation de l'Afrique. Le souvenir d'Eburnie, une pièce qui parle de l'Afrique, de l'Antiquité à nos jours. C'est 3 âges. Est-ce que l'Afrique a changé? Il faut se souvenir pour construire le présent, se souvenir pour préparer l'avenir. Voilà une pièce, parce que l'Afrique est confrontée à beaucoup de problèmes. Mais il faut que nous regardions en face ces problèmes-là, pour soigner ces plaies-là. Se poser en défenseur de l'Afrique, mais pas que. Cette troupe créée en 1979 espère dans le secret tirer grand profit du festival de cette 9e édition du marché des arts du spectacle africain. Tout le monde va au marché se faire acheter. Donc si vous envoyez un poulet mort, ou bien poulet malade, ils ne vont pas l'acheter. Donc je pense qu'ils sont venus avec des arguments. Mais en attendant, le public lui ne boude pas son plaisir. Souvenir d'Eburnie, première représentation. C'était hier mardi 8 mars. Pour sa 2e et dernière sortie, Maka Koumani nous donne rendez-vous le mardi 11 mars sur la scène de l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle. C'était un reportage de Guillaume Zéré et d'Abou Sanogo. À l'étranger, à moins de 10 jours du second tour de la présidentielle au Niger, l'opposition a annoncé hier son retrait du processus électoral en cours. Elle dénonce un coup de force du président Mahamadou Issoufou pour se maintenir au pouvoir, alors que le second candidat, Ama Amadou, est toujours détenu en prison pour une affaire controversée de trafic d'enfants. Salimatou Dia, Sylvie Touri. C'est un coup de massue dans le processus électoral au Niger. L'opposition politique annonce son retrait du processus. Elle ne compte pas prendre part au second tour prévu pour le 20 mars prochain. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 1. Décide de suspendre sa participation au processus électoral. 2. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. La COPA 2016 reproche au pouvoir d'avoir écourté la durée de la campagne du second tour de 21 à 10 jours et de détenir arbitrairement leur candidat Ama Amadou. La COPA 2016 met également en garde. En tout état de cause, devant le déni de droit dans lequel se trouve notre pays, la COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger. Le pouvoir soutient de son côté que le scrutin aura bel et bien lieu à la date indiquée. Le président sortant Issoufou avait obtenu lors du premier tour 48,43% des suffrages suivis de Ama Amadou avec 17,73% des voix. Emprisonné depuis le 14 novembre dans une affaire controversée de trafic d'enfants, Ama Amadou est soutenu par la COPA 2016, la coalition pour l'alternance politique au Niger. Le reportage de Salimatou Dia était plutôt commenté par Abou Sanogo. Au Nigeria, le bilan des victimes de l'effondrement d'un immeuble en construction dans un quartier résidentiel UP de Lagos est monté à 22 morts aujourd'hui avec la poursuite des recherches. Nous avons récupéré 4 corps supplémentaires aujourd'hui quand nous avons repris les opérations, ce qui porte le bilan à 22 personnes décédées, a dit Ibrahim Farinloy de l'Agence nationale de gestion des situations d'urgence NEMA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI1.